Charlotte Dornelas, on n'oubliera pas Philippines. Nous avons évoqué hier le parcours du tueur présumé et nous ne pouvons nous empêcher de nous poser cette question, nous demander si sa rétention aurait pu être prolongée ailleurs en Europe. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du coup des durées de rétention, puisque c'est la question qui a un peu occupé dans ce parcours-là. On en avait parlé hier. La Cour de justice de l'Union européenne précise, et c'est un chiffre qui retient l'attention forcément, que le délai maximal de rétention autorisé est de 18 mois. En France, il est de 90 jours, on en a parlé hier. Donc certains pays en Europe prennent le maximum autorisé par la Cour de justice de l'Union européenne et d'autres s'en affranchissent même. On a en Italie, le gouvernement récemment a passé la durée maximum à 18 mois. Ils se sont dit, pendant 18 mois, puisqu'on peut faire jusqu'à 18 mois, on va tout tenter. En Allemagne, c'est 6 mois de manière régulière, jusqu'à 18 mois si nécessaire. En Grèce, on est à 18 mois également. Au Danemark, c'est carrément illimité, le temps de rétention. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à ces fins pour des personnes qui notamment contreviennent à leur éloignement, il n'y a pas de limite dans le temps. Donc on comprend dès lors qu'il y a un zèle français sur la durée maximum de rétention. On comprend aussi qu'il y a une forte pression qui fait souvent reculer le politique. Pression des associations, parfois financées par l'État d'ailleurs, pression de certaines ONG, pression de militants divers et variés et pression parfois médiatique. Souvenez-vous, en 2018, quand Emmanuel Macron lance sa première loi immigration, il propose dans cette loi de passer la durée de rétention de 45 jours, c'était le cas avant 2018, à 90 jours. Ça lui avait valu, entre autres choses, dans cette loi immigration, de se retrouver grimé en Asie à la tête d'un journal quand même, pour cette raison particulière en France. Donc vous voyez que cette pression-là qui empêche et qui lie les mains des politiques depuis des années, alors les politiques sont largement responsables de se lier les mains et de se laisser intimider tout seul, d'accord, mais cette pression existe quand même. Et citons que la décision de justice dont je vous parlais, de la Cour de justice de l'Union européenne, citons-la jusqu'au bout. Elle ajoute que la rétention n'est plus justifiée lorsqu'il n'existe plus de réelle perspective d'éloignement vers un pays tiers. Donc vous pouvez aller, c'est un peu la même histoire qu'on racontait hier. C'est 90 jours, mais en fait pas vraiment, puisque c'est réexaminé en permanence. Là c'est pareil, ça peut aller jusqu'à 18 mois, mais il faut quand même justifier en permanence que la perspective d'éloignement est possible. Et sinon, la rétention est caduque. Et d'ailleurs, dans les pays en question, quelle que soit la durée de rétention, et même pour ceux qui vont jusqu'à 18 mois, voire plus, les durées de rétention sont finalement assez faibles et les taux d'éloignement ne sont pas beaucoup plus spectaculaires. Il y a simplement certains pays, parce qu'il y a des chiffres qui sont meilleurs, il y a certains pays qui délivrent moins facilement les OQTF ou l'équivalent OQTF et qui ne les délivrent que quand ils sont sûrs de pouvoir y arriver. Donc, ils ont des pourcentages beaucoup plus forts. Nous, on délivre les OQTF beaucoup plus facilement avec l'assurance quasi certaine de ne pas pouvoir les appliquer. Donc, c'est un peu à front renversé. En l'occurrence, alors on l'a dit, la France met un point d'honneur à être un très, très, très bon élève dans l'Union européenne. C'est vrai sur ce sujet, c'est vrai sur d'autres. On l'avait vu avec l'agriculteur. Mais au-delà de la question du délai de rétention, il y a deux autres questions qui se posent. La première, c'est la complexité du contentieux des étrangers de manière générale. On l'avait déjà évoqué, les tribunaux administratifs en France, à 41%, leur travail relève du contentieux des étrangers. Les tribunaux administratifs, c'est énorme, évidemment. Et par ailleurs, on avait évoqué hier, je vais vous prendre un exemple, on avait évoqué hier la question du juge des libertés de la détention qui prolonge ou pas la rétention. Et hier, je vous disais, le juge, en l'occurrence, qui n'a pas prolongé cette rétention, évoquait deux choses. Un, l'absence de réponse du Maroc, pas de problème. Et la deuxième chose, le fait qu'il n'y avait pas de menace de trouble à l'ordre public qui était intervenue dans la prolongation précédente. Et aujourd'hui, d'autres juges des libertés m'ont dit « Oui, mais non, parce qu'en fait, le texte dit il faut que le trouble soit survenu dans la dernière prolongation, mais c'est évidemment pas un acte que l'on cherche, mais une menace que l'on cherche. Et donc, le fait qu'il ait violé à peine arrivé en France peut constituer une menace. » Alors, qui a raison, qui a tort, je ne vais pas trancher le débat juridique, simplement sur tous les sujets. Donc, j'ai été voir des décisions, par exemple, de cour d'appel, et vous avez des décisions différentes d'interprétation sur ce point-là, comme sur d'autres. Donc, en effet, cette juge des libertés aurait pu tenter de prolonger la rétention. En l'occurrence, elle ne l'a pas fait. Donc, peut-être que le politique pourrait se dire on va être beaucoup plus clair à partir du moment où il y a une condamnation, surtout pour quelque chose d'aussi grave, c'est expulsion
sans discourir pendant des heures sur des textes apparemment interprétables à l'infini. La deuxième chose, c'est qu'une fois que ça est dit et que la rétention est prolongée, quand bien même jusqu'au bout, reste la question des laissez-passer consulaires. On en a également parlé dans cette affaire. Et là, on a un déficit énorme. Et c'est une question qui concerne directement le Quai d'Orsay, cette fois-ci, le ministère des Affaires étrangères. On a un gros problème en France, notamment avec les pays du Maghreb et particulièrement avec l'Algérie ces derniers temps, sur la reconnaissance et le rapatriement de leurs ressortissants. Donc vous voyez qu'au-delà de la question de la durée de la rétention, on a un grave problème d'efficacité des mesures que l'on distribue pourtant assez facilement. Sur ce point, comment comprendre une telle évolution du droit, souvent associée au volontarisme de l'Union européenne en la matière ? Alors c'est vrai que là on a parlé de la question de la durée de rétention. La France est plus zélée encore que ce que lui demande l'Union européenne. Mais il y a une directive qui a été adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 2010, qui s'inquiétait déjà du recours à la détention et des atteintes aux droits des migrants en situation irrégulière, donc dans les différents pays de l'Union européenne. Et elle rappelait... elle permet vraiment, cette directive, de comprendre l'état d'esprit avec lequel la jurisprudence se crée en permanence. Ce qui est important, ce qui ne détermine pas tout. Un pays peut s'affirmer un peu par rapport à la jurisprudence. En l'occurrence, en France, on a plutôt tendance à la digérer en permanence. Donc cette directive, elle invoque le droit international relatif aux droits de l'homme et aux réfugiés, et elle dresse 10 principes directeurs qu'elle rappelle aux États membres, et elle demande à la Commission de rappeler les États membres à l'ordre, donc en invoquant le droit international. Ce que nous avons en effet signé. Et elle dit, alors je ne vous ai pas fait les 10 mesures, mais elle dit, il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui n'est applicable que lorsqu'on a examiné toutes les autres alternatives et qu'aucune ne s'est avérée probante. Et elle dit même, il est universellement admis que la liberté est la règle pour tous et la rétention, et a fortiori la détention, doit être l'exception absolue quand on a tout tenter autrement que ça. On parle quand même de gens condamnés qui sortent de prison et que l'on veut expulser parce qu'ils n'ont aucune raison d'être en France, que non seulement personne ne les a invités, mais que plus personne ne les désire sur le territoire. Bon, la rétention, ce n'est pas non plus le sommet de l'horreur. Eh bien si. Ensuite, il faut une procédure définie, autorisée par une instance judiciaire et contrôlée périodiquement pendant le temps de la rétention. Donc là encore, ce n'est pas une fantaisie française, c'est une directive. Et dans cette directive, il est rappelé, il faut que la durée de la rétention soit la plus brève possible. Donc vous voyez qu'à la fois on vous dit ça peut aller jusqu'à 18 mois et en même temps on vous insinue en permanence qu'il faut que ce soit le plus bref possible et qu'il n'y a aucune raison, qu'il faut vraiment des raisons extrêmement sérieuses pour priver ces personnes de liberté. Elle rappelle aussi, par ailleurs, 15 règles européennes, cette fois-ci, qui définissent le cadre de la rétention administrative. Là, c'est pareil, j'en ai pioché quelques-unes. Rappel immédiat au placement en rétention et traduit dans la langue de l'intéressé des raisons de la détention, des droits, des règles, des procédures et des plaintes possibles pour la personne qui est retenue. La possibilité d'une demande d'asile qui peut être faite après le placement en CRA, des demandes de protection subsidiaire et de toutes les garanties procédurale pendant la durée de la rétention. Préservation de la santé, ça, ok, il y a de toute façon des médecins dans les centres de rétention et du bien-être des personnes. Accès au monde extérieur, garantie à des conseils, à l'assistance juridique, à la représentation juridique et aide juridique gratuite. Directive, encore une fois, adoptée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Possibilité de recours périodique effectif contre la rétention, possibilité de formuler des demandes ou des plaintes aux autorités compétentes pendant tout le durée de la rétention. Donc vous voyez l'état d'esprit, c'est-à-dire que vous placez en rétention, donc ce qui s'adresse aux États, c'est qu'il faut absolument rappeler les droits en permanence, laisser les personnes porter plainte contre vous en permanence, exercer leurs recours, faire formuler des recours en permanence. Et par ailleurs, vous, État qui voulez expulser, vous n'avez qu'un droit, celui de répondre à toutes les faveurs qui vous sont demandées. Et il rappelle en dernier recours que les alternatives à la rétention doivent systématiquement être examinées, s'assurer qu'il existe une présomption en faveur de la mise en liberté dans la législation nationale. Donc la présomption, c'est en faveur de la liberté en permanence, intégrer toutes ces alternatives à la législation nationale et de faire la liste des alternatives que nous connaissons bien en France sur ce terrain comme sur le terrain judiciaire.